Bonjour à tous, excellente semaine sur Live TV, la télé sans filtre, un nouveau talk dans un nouveau cadre. Vous l'aurez remarqué, nous préparons activement la rentrée pour une nouvelle saison, la saison 4 sur Live TV, la télé sans filtre. Et dans ce nouveau talk, avec nos chroniqueurs, avec vos chroniqueurs, nous allons débattre du sujet concernant l'augmentation du prix du riz sur le marché en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de la rentrée scolaire, entre autres sujets. Restez avec nous, ne zappez surtout pas, vous allez discuter avec nous de tous ces sujets. Bienvenue dans le talk. Vous regardez Live TV, la télé sans filtre, les canaux, vous les connaissez. Merci de rester fidèle à votre émission, le talk. Et puis rassurez-vous, la rentrée, elle approche à grands pas sur Live TV, la télé sans filtre et le programme alléchant. Ils sont faits pour vous, vous allez les découvrir. Sinon, sur ce plateau, les chroniqueurs avec moi, on est sans filles aujourd'hui, c'est que des mâles qui sont sur ce plateau avec moi. Donc, Barry Abdourahmane. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment ça va? Et puis Daouda nous a rejoint à nouveau. À la demande générale. À la demande générale. De Sa Majesté. Du peuple. Du peuple. Voilà, très bien. Il est avec nous. Et puis Eman Aboua aussi est là. Bonsoir Eric. Bonsoir Daouda, bienvenue. Merci beaucoup à toi. Harry, ça va? Ça va. Ça va. Le riz a augmenté sur le marché, on en parle. Dans Ça fait là-dessus. On revient tout de suite. La cherté de la vie, les populations ivoiriennes face à la hausse du coût du riz en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez observé sur le marché et qu'est-ce qui est la cause de cette augmentation? Daouda. Merci beaucoup. Déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le riz est de loin l'aliment le plus consommé par tous les Ivoiriens. La consommation intérieure de la Côte d'Ivoire est estimée à 2 millions de tonnes par an. Mais à côté de cela, la Côte d'Ivoire en 2022, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, on a produit que 1,1 tonne, c'est ça non? 1,1 tonne de riz par an. Donc du coup, on a un déficit. On reste fortement dépendant en fait du riz qui vient de l'extérieur. Justement, du riz qui vient de l'Inde. Or, en juillet dernier, je prends le 22 juillet ou 23 juillet dernier, l'Inde a suspendu son exportation de riz à l'extérieur pour protéger son marché intérieur. Du coup, l'Inde représente 60% de l'exportation de riz dans le monde. À côté de cela, les autres exportateurs, producteurs de riz, comme l'Inde, le Vietnam et la Chine, eux, ils ont augmenté, la Thaïlande aussi, eux, ils ont augmenté le prix de leur riz, justement, à cause du prix de l'engrais et des intempéries. Parce que même en Inde, il y a des intempéries. Donc, finalement, ça a fragilisé leur production de riz. Ce qui a occasionné cette augmentation du prix du riz sur le marché. Voici les faits. On va dire que l'augmentation est quand même immédiate. C'est comme si les gens s'y attendaient déjà. On fait quand même des dépôts, des stocks. OK? Pourquoi l'effet est immédiat? Moi, je pense que déjà, lorsque il y a un imprévu, si la Côte d'Ivoire qui produisait une tonne 100 000 kg l'année dernière, et on sait qu'à fin 2023, elle espère produire 1 400 000 tonnes. Une tonne, 400 000 kg. L'État, on constate que l'État fait quand même des efforts. Mais l'événement inattendu, c'est que les Côte d'Ivoire ne s'attendaient pas par rapport au gap d'environ une tonne. C'est-à-dire que... ouais, c'est ça. On a 800 000 tonnes exactement. La production est faible. 800 000 kg, mais environ une tonne de... Avec les chiffres. 1 million de tonnes. Avec les chiffres. Je suis en train de m'embrouiller les chiffres. Vous êtes... 1 million de tonnes. Donc la production de 1 million de tonnes, qui est un gap qu'on n'a pas, forcément, si l'Inde, qui est l'un des fournisseurs, auprès de qui la Côte d'Ivoire achète ce gap-là, si elle décide de ne pas nous l'apporter, du coup, pas parce qu'elle ne veut pas nous apporter, mais parce que... Par obligation. Par obligation. Il faut satisfaire la consommation locale. La consommation de temps, parce que l'Inde, quand même, c'est 1 milliard, près de 400 millions d'habitants. Donc, du coup, on est là. Mais la question qu'il faut se poser, il faut que l'État, le gouvernement, essaie d'encourager la production locale. En 1976, déjà, on avait réussi à atteindre une autosuffisance alimentaire en termes de riz. Donc, il faut qu'on y arrive. Et c'est vrai que de 500 000 tonnes de production qu'on avait eu vers 2008, aujourd'hui, on est quand même à 1 400 000 de tonnes qui est prévu
à partir de fin 2023, il faut qu'on encourage de faire en sorte que les producteurs aient quand même la mécanisation. Aujourd'hui, c'est ça, ils sont dans les petits producteurs qu'il y a, ils sont avec la fourche, de façon manuelle. Il faut qu'on arrive à mécaniser cette production. De toute façon, on est d'accord que l'État de Côte d'Ivoire encourage, hein, mais bon, de quelle façon on aimerait que cet État encourage encore les producteurs à produire un peu plus de riz. Barry, quel est ton avis sur cette situation? Bon, comme on le constate tous, il y a une crise du riz qui se pose à la Côte d'Ivoire. Mais pas forcément qu'à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont touchés. Mais il y a un élément qu'on oublie souvent, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a aujourd'hui des tensions dans le détroit de la mer Noire. Le détroit du Bosphore, c'est-à-dire entre Istanbul et l'Ukraine. La Turquie a mis un blocus, la Russie a mis un blocus, tous les navires. Et quand on sait que la Russie et l'Ukraine produisent les plus grandes quantités d'engrais au monde, on se rend compte que l'engrais russe et l'engrais ukrainien ne sortent pas comme ils se devaient. Ouais. Voilà, donc il y a cet état de fait-là. L'Inde, comme il l'a dit, c'est 1,450 milliard d'habitants. Ils sont passés devant, c'est le pays le plus peuplé au monde. Et aujourd'hui, eux, ils ont une demande intérieure qu'il faut satisfaire. Donc la priorité, c'est la demande intérieure. Donc qui subit les conséquences? Ce sont les pays qui sont dépendants de la production indienne de riz. Il y a la Côte d'Ivoire parmi ces pays-là. Donc il y a des facteurs exogènes qui expliquent la crise du riz et en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des facteurs endogènes. Parmi les facteurs endogènes, on peut dire que la Côte d'Ivoire, comme la plupart de ces pays d'Afrique subsaharienne, n'est pas autosuffisante en riz. C'est ce que Daoud a essayé d'expliquer. Donc cette autosuffisance-là, on l'a subie. Et quand il y a un problème géopolitique mondial, nous sommes les premiers à être vulnérables. C'est pourquoi souvent quand on nous appelle des pays à économie vulnérable, les gens se fâchent. Mais en réalité, il suffit d'un déclic ou d'un blocage au niveau de l'économie mondiale pour que nos économies soient les premières victimes. Donc voici ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord. Est-ce qu'on peut dire pour notre pays que c'est un échec à ce niveau? Non. Ne pas être autosuffisant en matière de production ou de consommation de riz, étant donné notre sol, notre climat, le fait que nous soyons un pays entouré, je veux dire, avec un beau littoral, qu'est-ce qui se passe avec les fleuves, avec beaucoup de bas-fonds, on en parlait. Qu'est-ce qui cloche en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous ne sommes pas autosuffisants en matière de riz? Moi, je ne parlerai pas d'échec, parce que ce n'est pas forcément un échec d'un gouvernement. Il y a eu depuis Houphouët-Boigny, tout à l'heure, Herman parlait on avait été autosuffisant en 1967. Mais je n'identifiais pas un gouvernement. Non, je sais. Échec global. Non, je sais. Depuis toujours, ça existe. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que parler d'échec, c'est un peu, le mot est un peu trop fort. Parce que depuis un certain temps, le gouvernement a mis en place la SNDR, la stratégie nationale de développement de la riziculture. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu avoir les 1 million de riz qu'on espère avoir. Et je pense que les chiffres que j'ai donnés, justement, c'est les chiffres de 2022. Ce n'est pas les chiffres de 2023. Donc, je pense que dernièrement, ils ont même créé un aquapole au niveau... Il y avait même un ministère au niveau de Boaké. L'État est en train de mettre en place dans le programme comment on appelle ça? Le programme de la... PJGouv. D'accord. Voilà, de la jeunesse, là, il y a un pan entier qui est octroyé à la jeunesse, de sorte que ces jeunes-là puissent retourner à la terre pour que, comme il le disait, cette agriculture-là soit mécanisée et surtout créer l'irrigation. Parce que pendant de nombreuses années, malgré le fait que nous soyons entourés de lacs, de lagunes, de fleuves et autres, de bas-fonds et autres, finalement, on n'avait pas axé notre politique nationale d'agriculture sur l'irrigation. Mais je pense que la crise russo-ukrainienne nous a poussé aujourd'hui à prendre des résolutions claires et nettes. Et je pense que le gouvernement a pied d'œuvre. Mais j'aimerais terminer rapidement quand tu disais que qu'est-ce que l'État fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as posé la question, on n'y avait pas répondu. Aujourd'hui, il y a une surenchère sur le marché. Parce qu'il y a certains commerçants véreux qui profitent de cette situation-là pour augmenter les prix. Et donc, à ce propos-là, le CNLVC a décidé, il y a une qualité de riz qui est subventionnée par l'État. Donc, le prix ne peut pas augmenter. Donc, quelque part, ça veut dire que ce soit Barry, Herman, toi-même ou moi-même, tous ceux qui vont aller sur le marché pour aller acheter le riz, aller sur le site de la CNLVC pour aller regarder le prix du riz. Si vous partez d'un magasin que le prix a augmenté, vous appelez. Daouda, quand on a vu le prix du riz sur le site que tu indiques,
Qu'est-ce qu'on peut dire à un magasinier, à un commerçant, à un boutiquier qui affiche, ou même à un supermarché, qui affiche son riz à 18 000 ou à 20 000 ou à 21 000, comme on l'a vu sur les réseaux? C'est ce que je te dis. Le plafonnement est appliqué sur une certaine qualité de riz. Si vous partez que ce riz qui était vendu peut-être à 14 000, 15 000 et que le magasinier ou bien le supermarché décide de monter le prix du riz à 19 000, à 20 000, vous devez automatiquement interpeller le CNLVC pour qu'on puisse aller regarder là-bas. Du coup, il sera obligé de revenir à la norme. Parce que l'État injecte de l'argent dans ce riz-là, de sorte à ce que sa population, qui depuis 1 an est en train de subir les affres de la crise russo-ukrainienne. Par contre, je dis au-delà, c'est vrai qu'on toujours on est en train de chercher des raisons exogènes. Barry l'a dit, mais les raisons endogènes, il faut qu'on regarde un peu plus. Aujourd'hui, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'a pas la capacité en termes de terres fertiles. On a plein de bas-fonds partout. Au-delà même de la question de l'irrigation, on peut utiliser ces endroits-là pour le faire. Ce qui manque aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a le plan 2020-2030. Il a parlé tout à l'heure de la stratégie sur 10 ans que le gouvernement a mis en place. On espère avoir 1 400 000 tonnes, mais ce n'est pas suffisant. Si le gap est encore à 1 million de tonnes de riz, qu'on a des endroits où on peut le faire, il faut pouvoir encourager. Moi, je pense que j'ai aimé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les petits, enfin les producteurs locaux, je ne dis pas les petits producteurs locaux, il y a une opportunité dedans. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, il se trouve que ceux qui produisent le riz blanc en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème d'écouler, de sorte qu'ils nous apprennent qu'ils n'ont pas besoin de faire de la publicité, puisqu'ils ont leur réseau de distribution et leur stock est fini quand ils le souhaitent. C'est pour dire qu'il y a une opportunité là. Au-delà de ce que le gouvernement va encourager à faire tout ça, il faut que les jeunes entrepreneurs, les investisseurs ne restent pas seulement que dans les villes. Il y a de l'or dans nos régions. Il faut aller s'intéresser dans ces régions-là et puis apporter notre pierre en utilisant ces bas-fonds-là. C'est vrai qu'ils peuvent accepter aujourd'hui, attendre que l'État organise là, en aidant avec les machines pour ne plus être dans le manuel. Parce que le jeune homme qui a été à Abidjan pendant longtemps ou dans les grandes villes, même à l'extérieur du pays, qui ne sait pas tenir la machette ou une daba pour retourner. Oui, il y a la formation. S'il y a volonté politique de faire, ça sera fait. Daouda a cité les initiatives qui ont été prises par le gouvernement. Mais je pense qu'au-delà de là, il faut passer aux actions concrètes maintenant. Le pays a des bas-fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ce qui m'inquiète le plus, même au-delà du riz, c'est quel est l'état de production au niveau de nos cultures vivrières. Parce que j'ai l'impression que depuis 20 ans, depuis 30 ans en Côte d'Ivoire, les gens sont plus préoccupés par les cultures de rente, c'est-à-dire le cacao, l'EVA. Vous partez dans les zones cacaoyères, vous allez voir des jeunes, plus jeunes que nous, là, qui sont dans les plantations. Mais dans le riz, on a du mal à voir. Donc, il faut penser à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire du pays. Parce qu'il y a des fléaux qui menacent la sous-région, le terrorisme. On sait tous que l'oignon, par exemple, venait du Niger. Là, il y a des sanctions, ce qui veut dire que la production nigérienne ne viendra pas alimenter le marché ivoirien. Donc, la sécurité alimentaire de nos États, là, ça doit être une priorité et ça doit être une réalité. Parce qu'on vit de ça. Mais quand vous voyez, par exemple, un pays comme le Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie, qui a vécu sous sanctions occidentales pendant plus de 40 ans, mais ils sont autosuffisants en riz. Ça veut dire qu'il y a une volonté, il y a des réflexions qui ont été menées. Là, je ne dis pas que rien n'est fait, mais c'est qu'on constate que malgré toutes les réformes qui sont prises, on est encore vulnérable, on est dans une situation de vulnérabilité. Donc, il faut réfléchir, il faut impliquer même peut-être, comment dirais-je, les centres de recherche pour qu'on puisse créer, pourquoi pas, des variétés de riz. On a vu, comment dirais-je, la variété dans le domaine du cacao. Mais ça, c'est la science qui peut créer cette variété-là. Quelqu'un te dira que des jeunes agriculteurs ont créé leur variété de riz. Mais comme l'a dit à l'instant Herman, certains les coulent, je veux dire, sur des marchés, dans des réseaux parallèles avec leurs clients. Justement, l'État doit réformer le secteur. Non, je pense que quand tu parles de l'État doit, moi ça m'embête un peu parce que à travers l'ADRI, en fait, je pense qu'ils ont fait l'aménagement des sols pour la production de riz. Ils ont aussi commencé la formation
avec dans le programme Jeunes du gouvernement, avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de pouvoir former ces jeunes-là. Parce que Éric Landry parlait de quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui sont restés longtemps à Abidjan, qui ne savent même pas attraper une daba. Donc d'abord, il faut les former. Le programme, le projet est long et pharaonique, mais tu parles de sécurité alimentaire, c'est par tout ça là aussi que nous pouvons arriver. Mais je termine par un point qui est important, et puis je donne la parole rapidement. Aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens aussi, nous aussi, on commence à changer notre mode de consommation. C'est important. Je vais faire une petite lecture. Regardez le Togo et le Bénin. Quand il y a eu la crise russo-ukrainienne, c'est eux qui ont eu le taux d'inflation le plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils consomment local. Ils ne sont pas dépendants des produits d'exportation. Ils mangent leur akoumé, leur dokounou, ça vient de chez eux. Ils le mangent, donc franchement, c'est nous qui produisons et on va le faire en produit fini ou semi-fini pour le consommer. Il faut que l'Ivoirien s'adapte aussi à cela. On ne va pas passer tout longtemps, non, pas forcément. Il y a d'autres produits. Il y a de l'igname, il y a de la banane, il y a la patate. Qu'on produit ici. Ce qu'il faut répondre à Daouda, ce n'est pas que les Ivoiriens ne mangent pas local. On a déjà démontré ici que très souvent, les produits locaux sont plus chers dans les rayons sur les marchés que les produits importés. On n'en vient même pas là. Même le riz actuellement dont on parle. Le riz local, c'était un lutte. Aujourd'hui, plus ou moins, comme il y a un manque, ils ont essayé de revoir le prix. Il y a un marché là. Moi, ce que l'aspect sur lequel je veux insister, c'est que l'État aussi a sa responsabilité. Sa responsabilité, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire à nos jeunes qui sont dans les régions d'aller prendre des dabas. Aujourd'hui, on ne peut pas être autosuffisant si on est dans des méthodes précaires de production de riz. Il faut que le gouvernement accompagne les acteurs locaux avec des machines. S'il faut dans les régions faire louer des machines pour défricher et autres, il faut pouvoir le faire pour que les gens n'utilisent pas. Non, c'est ce qui a été fait avec l'ADERI, justement. Et ils ont même donné les semences et les engrais aux jeunes producteurs. Parce que les producteurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux... que tu me coupes et que tu développes... S'il y a de nouveaux mécanismes, je pense qu'il faut communiquer dessus. Je pense que je t'explique quand même que tu saches que l'ADERI le fait déjà. L'ADERI, je ne vais même pas spéculer sur l'ADERI. Parce que les programmes, les sociétés, les organisations que l'État souvent met en place, je ne parle même pas de maintenant, depuis toujours, elles ont démontré souvent leur insuffisance. On ne va pas revenir, je ne connais pas les chiffres concernant l'ADERI, mais surtout, si ça ne marche pas, c'est que l'ADERI a sa responsabilité. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on voit une volonté du gouvernement dans la production, dans l'envie d'être autosuffisant en riz. Mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, sur les marchés, on ne trouve pas de sucre. D'accord. Pourtant, on a demandé... Non, je te dis, aujourd'hui, c'est qu'au niveau du sucre, l'État a accepté que les producteurs, pour les aider, on a suspendu les importations de sucre. Mais les mêmes producteurs n'arrivent pas à couvrir le marché. D'accord. Est-ce qu'ils vont arriver à couvrir le marché si jamais l'État décide de stopper les importations du riz? Il faut peut-être essayer, en continuant donc à encourager les producteurs, les jeunes producteurs, à retourner au champ, à la terre, bien sûr, mais en les accompagnant avec des mécanismes nouveaux et surtout en dénonçant, pourquoi pas, ces augmentations qui n'ont rien à voir avec la situation du moment, donc au niveau des marchés. Il faut que l'association des consommateurs se réveille et il faut que le contrôle des prix sur le marché aussi se mette en branle pour stopper ces commerçants véreux. On se retrouve juste derrière. Merci si vous nous prenez en marche. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Vous regardez le talk dans ce nouveau cadre et puis vous faites bien donc de discuter les sujets avec nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur tous les réseaux sociaux de Live TV, la télé sans filtre, avec nos chroniqueurs Barry Abdourahmane, Daouda et Herman Aboua sont avec nous sur ce plateau. Nous allons y aller avec l'info du jour. L'info du jour, c'est bien la rentrée scolaire 2023-2024, avec plus de 7 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école. Cette rentrée scolaire a été lancée officiellement par la ministre Herman Aboua. Oui, Mariétou Koné, qui est ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a lancé cela au lycée municipal d'Atekoubé, je crois. C'est quoi? Elle place cette rentrée-là sous le thème de « Soyons responsables pour une école de qualité ». À travers cela, elle veut montrer l'impératif de la responsabilité individuelle et collective. Et entre autres réformes pour cette rentrée-là, ça, si j'ai trouvé cela intéressant, c'est qu'elle fait en sorte que les visites aux enseignants qui étaient programmées une semaine, souvent ils sont informés une semaine avant, cette fois-ci, ça sera fait de façon inopinée pour voir effectivement comment est-ce que les enseignants
se comportent avec les élèves. Parce qu'avant, D'accord. on leur disait ça, une semaine, ils ont le temps de créer la scène avec l'enseignant, avec l'école. Là, on parle des visites des inspecteurs de l'enseignement, voilà, qui font des incursions inopinées assez souvent. Bon, avant, ce n'était pas inopiné. Hein. On savait Quand il venait. quand il venait. Et le professeur ou encore l'instituteur se préparait. Hein, on avait des scènes, hein, on a tous vécu ça, hein, on avait des scènes qu'on préparait. Il choisit les élèves les plus brillants pour doit répondre. Non, il y a Qui doit répondre? Les têtes brûlées en classe, on leur donnait On les met derrière. Qui doit répondre aux questions? Hein, ce sont les meilleurs élèves qui sont choisis, mais cette fois, ce ne sera pas le cas. Hein. On ne prévient pas du tout, donc c'est des visites inopinées, n'est-ce pas? Non, moi, au-delà de cette mesure qui a été prise par la ministre Marietou, je pense que c'est une très bonne mesure, comme il le disait. Mais cette année, en tant que parent d'élèves, je souhaite qu'aujourd'hui, il faut que le ministère puisse se pencher sur les écoles privées, parce que dans les écoles privées, généralement, il y a des frais, vraiment des faux frais qui viennent pour envenimer la situation. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'inflation mondiale, il ne faut pas venir encore Est-ce qu'on peut empêcher l'école privée de fixer ses prix? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire, il y a un prix normal qui est là, mais imaginez, il y a d'autres prix qui vont venir encore se greffer à tout cela. Vous comprenez un peu? En plus de ça encore, ce qui est pire, c'est que souvent même, il y a certains enseignants qui vont même jusqu'à faire des cours de renforcement en pleine année scolaire. Moi, sincèrement, ça m'épuise en tant que parent d'élève. Ça, c'est pas mauvais, mais ce sont les coûts de ces prix, les coûts de ces cours de renforcement. Parce qu'en réalité, au cumul, ça devient plus cher même que la scolarité. Mais en vérité, on ne devait même pas en arriver à ces cours de renforcement si l'enseignant avait véritablement donné ses cours convenablement. L'enfant n'aurait pas besoin de ça. Moi, je veux revenir même sur les frais. Un enfant qui a été affecté dans une école privée, il est affecté de l'État. On sait que l'État, les frais d'inscription, c'est 6 000 francs. Moi, par exemple, j'ai inscrit mes filles, elles sont dans un établissement public, j'ai payé 6 000 francs CFA et elles sont rentrées. Mais l'enfant, il est affecté de l'État. Dans une école privée, l'État même donne 6 000 francs à payer comme frais. Et dans ces établissements privés-là, malgré le fait que l'État va leur donner de l'argent, parce qu'une cagnotte après pour l'enfant reçu, ils sont à 350 000 francs, 400 000 francs qu'on met comme frais pour l'enfant élève infecté. Donc ça, il faut que l'État aussi se penche à ça. Au niveau, on dirait qu'on laisse faire tous les établissements du privé. Et ça, c'est dangereux. Il parlait des frais qu'on appelle de coûts de renforcement. Moi, je pense que les coûts de renforcement, souvent, c'est bien. Parce que nos enfants aussi, ils ont des lacunes. Mais comme il dit, il faut faire en sorte que ça ne dépasse pas forcément. Parce que quand on calcule, par exemple, on dit, pour la matière, 10 000 francs CFA. Et l'enfant, il se retrouve à 3 matières de renforcement. Ça fait 30 000 francs par mois. Fois 9 mois, ça revient souvent c'est assez énorme. Au lycée, c'est 50 000 francs, 25 000 francs par matière. Moi, j'ai été modeste. Je pense que ce que Daouda voulait dire par rapport au coût des renforts, c'est que c'est devenu une économie parallèle. C'est-à-dire que l'enseignant, il fait le cours et il s'assure à faire de telle sorte que l'élève est obligé d'être là. Parce que l'évaluation qu'on va lui donner en classe ordinaire, là, on fait généralement les exercices au cours des renforts. Donc, c'est le marketing qu'ils mettent en place. En fait, je pense que c'est ce que Daouda dit. C'est ça, justement, le véritable problème. Et le coût, il est exorbitant. Parce que quand tu as un élève de terminale C, on te dit qu'en maths, il doit payer 20 000. En physique, il doit payer 20 000. Ça fait 40 000 francs. Sachant qu'il est peut-être dans une école privée. Ça devient cher. Maintenant, revenant à la mesure, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer en ce sens que il y a l'effet de surprise. Donc, si tu n'es pas bien structuré, tu vas subir les conséquences. Et ça va pousser les enseignants à être plus... Il y a une pression de plus, en fait. Parce que tu te dis que tu peux recevoir la visite des inspecteurs à tout moment. On sait que si on te trouve dans un état qui n'est pas honorable, tu seras sanctionné. Mais au-delà de ça aussi, il faut impliquer les parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves aussi soient associés à l'évaluation des enseignants. Parce que souvent, ce n'est pas les parents d'élèves qui passent, ils font du stress émotionnel aux parents pour que les parents puissent payer les coûts des renforts. Éric Landry, il y a un autre aspect. C'est vrai, on sait que ce gouvernement est capable de cela. Marietou, elle a montré que lorsque, par exemple, elle a pu supprimer les chantages sur les départs en congé de façon précoce. Ça n'existe plus. Ça, c'est bien, on a constaté ça dans les écoles. Mais elle peut faire mieux. Aujourd'hui, il y a les nuisances sonores, il y a des bars et souvent des maquis qui sont dans les rayons des écoles. Aujourd'hui même, il y a une école, par exemple, au lycée, je crois, au lycée de Koumassi,
à l'intérieur duquel, je ne sais pas si c'est moi, si vous 13 villes, duquel il y a un fumoir de drogue. Ça a été dénoncé, j'ai entendu ça à la radio. Mais donc, il faut dire que ces genres de mesures-là, c'est bien, mais il faut qu'elles continuent de mettre la pression dans ces établissements-là. On ne peut pas laisser nos élèves dans des établissements autour desquels il y a ces différents réseaux-là qui détruisent en fait nos jeunesses. D'accord. La ministre parle d'impératif, de la responsabilité individuelle et collective au service d'une école de qualité. Et ça, c'est très bien déjà. Elle ajoute entre autres mots, travaillez bien, étudiez et soyez respectueux des enseignants. Et s'adresse aux élèves, aux élèves de toutes les règles qui vont être établies sur l'école, étudiées surtout à la fin de l'année. Vous passerez en classe supérieure. C'est une très bonne chose. Études, oui. Parce que déjà, pour ceux qui se rappellent, l'année passée, il y a un élève qui avait porté main à son enseignante dans une ville de l'intérieur. Le cas est arrivé à 2 reprises. Je pense que c'est très bien que la ministre rappelle cela. Mais ce que j'aimerais rappeler encore, c'est pour revenir sur la question. Aujourd'hui, on parle en griffe sur les réseaux sociaux, Waros en Kadhafi. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants s'adonnent à... Ils sont devenus des chimistes. C'est-à-dire que la chimie qu'ils n'arrivent pas à produire en classe, ils arrivent à produire ça sur leur corps avec des médicaments, de l'alcool frélaté dehors. Je veux dire, il faut qu'aujourd'hui, au-delà de ces grandes mesures que la ministre Mariétou a prises, il faut qu'elle puisse aujourd'hui s'associer avec le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo, de sorte à bouter tous ces réseaux de drogue, de nuisances sonores dont il parlait de nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont à la merci des vendeurs de drogue, des vendeurs d'alcool frélaté. Franchement, il faut que cette année scolaire-là, ce soit l'année scolaire de la responsabilité. Et le mot, franchement, est très bien choisi et bien tombé. Très bien. Merci à tous pour vos interventions. L'info du jour, c'est un autre sujet qu'on aborde maintenant. Une élection en cache toujours une autre. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Après les municipales et les régionales, place aux élections sénatoriales 2023. D'accord, la campagne s'ouvre ce soir, dès minuit. Qui vote? Mais ceux qui votent, c'est les grands électeurs. C'est un scrutin à suffrage universel indirect. Ça veut dire que les différents conseillers régionaux, les candidats eux-mêmes au sénatorial, les conseillers municipaux, les conseillers du district vont procéder à ce vote-là. Il y a jusqu'à 9430 grands électeurs. Mais moi, mon inquiétude, le collège électoral qui a été convoqué, c'est les nouveaux conseillers régionaux, les nouveaux conseillers municipaux. Quand on sait que dans la plupart de ces échéances-là, à l'issue, les résultats il y a des recours qui sont déposés et que le Conseil d'État a 30 jours pour statuer cela. On convoque un collège électoral sur la base des victoires qui ont été déjà prononcées par la CEI. La CEI convoque cela. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui... Bon, je sais que la loi demande à ce que ça se fasse vite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas attendre ou bien faire en sorte que le Conseil de l'État statue, puisqu'il a 30 jours pour statuer, statue peut-être sur 10 jours, dans une certaine célérité sur les dossiers, et que le Conseil, par exemple aujourd'hui, là, moi je suis grand électeur, que la CEI a décidé que je suis grand électeur, pourquoi on va m'enlever ce titre-là demain, si jamais les recours ont fait qu'on reprend les élections et que je perds? Non, mais je pense qu'ici, ce n'est pas forcément les individus qu'il faut regarder, c'est l'institution qu'ils incarnent qu'il faut regarder. Je pense que quand on votait la loi, c'est plus l'institution qui visait. Donc, que ça soit X ou Y qui est conseiller municipal ou conseiller du district ou conseiller régional, c'est le conseiller, pas celui qui occupe le poste de conseiller qu'il doit regarder. C'est ce que la loi... Maintenant, c'est dangereux. Je viens. Non, je veux te rectifier déjà. Non. Parce que comment ça se constitue? Un conseil municipal se constitue sur la liste qui est vainqueur à la moitié déjà des conseillers. Mais c'est que tu poses... Et après, on va à la proportionnelle. Mais s'il y a un recours et qu'on reprend les élections et que c'est l'autre candidat qui n'avait pas gagné qui a gagné, du coup, il a la moitié des électeurs. En quoi est-ce que ce sont les mêmes électeurs là qui seront... Mais en fait, moi, là où je m'inquiète... Est-ce que vous allez permettre à Barry de terminer quand même? Je pense que ce qu'il dit là, lui-même l'a répondu à sa question. Parce qu'il a parlé de loi. La loi dit à la CEI de convoquer le corps électoral à telle date. Donc, la CEI ne peut pas aller
contre la loi qui a été votée. C'est la loi qui régit. C'est la loi qui a fixé la date du 16 Non, mais septembre. attends, c'est forcément la loi. C'est forcément la loi. C'est le président qui a pris un décret pour décider, qui a institué. Tu veux dire que c'est la CEI. Est-ce que le décret ne fait pas force de loi aussi? Oui, mais donc le même président de la République pouvait revoir le décret mais là, tu pour te mets à fixer sa place. du moment Tu te mets à sa où place. il y a des recours qui sont engagés. Donc, en quoi... Ce que tu dis, ça peut être une parenthèse qu'on peut exploiter dans le futur. Mais là, on a déjà convoqué le corps électoral. Existe déjà. Voilà, la loi existe donc déjà. Donc, ça veut dire que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui sont élus aujourd'hui sont les conseillers municipaux et régionaux définitifs. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Mais en fait, tu ne peux pas répondre à ça. Daouda, permets-toi Daouda de Ce que tu dis, je comprends ta position. Mais je pense que l'État ivoirien est un État assez sérieux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ces raccourcis-là qu'on prend souvent. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de justifier. Qu'est-ce qui coince? Personne n'a justifié une quoi fois, que ce on soit, pourrait demander Herman, au Conseil d'État de faire en sorte que dans 10 jours qu'on le fait et qu'on déplace seulement. C'est juste pour rester dans les normes. Laissons Daouda finir. Herman, en fait, on a compris ton point. Laisse-nous donner nos points. Très bien, vas-y. Merci beaucoup. De justifier en fait, je pense que l'État ivoirien était l'État très sérieux. Je pense que tu as parlé de Conseil d'État. L'élection, quand il y a élection, forcément, s'il y a des recours d'un coin, forcément, dans l'appareil juridique ivoirien, ils vont trouver les voies et moyens pour dire, bon, cette élection-là, on doit l'annuler. Est-ce que dans le Guémon, les élections n'ont pas été annulées? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des gens ont lancé un recours au niveau du Conseil d'État qu'il y a une loi, un décret, comme tu l'as dit si bien dit, qui a été pris par le président de la République. Donc, du coup, la CEI doit se dire non. Il y a des recours, donc on ne va pas faire d'élection. Non, il faut suivre le processus normal des choses. Et après, quand on arrive maintenant à un niveau, le mécanisme juridique va être la solution alors pour... Je pense qu'aucun d'entre nous ici, aucun d'entre nous... Laisse-le dire. Pose une question, vas-y. Herman, permets-nous de développer... Il est déjà de poser une question, il ne t'a pas indiqué. Vas-y. J'intervenais pareil. Daouda. Vas-y. Daouda, tu termines. Non, mais s'il ne veut pas, je vais parler. Ce que je dis, pourquoi est-ce qu'on ne convoque pas le conseil et le collège électoral qui était là avant qu'il n'y ait ces élections-là, il y avait des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Pourquoi cela on ne les convoque pas pour voter, pour élire les conseillers, les sénateurs, si on veut rester dans le timing? C'est tout. Ma question, est-ce que ceux qui doivent compétir là se sont plaints? Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, mais qu'est-ce que tu en sais aujourd'hui? Je ne vois pas. Anyway. Tu es en train d'être le porte-parole des gens qui ne se plaignent pas. Ce que je suis en train de te dire, il y a des acteurs politiques qui sont là. Ils se sont pas... de ces sénateurs qui seraient élus du moment où il y a des recours et après recours, il y a des conseils municipaux qui sont changés. Ils l'auront à partir du moment où ceux qui sont désignés par la CEI ou par la loi pour voter vont voter. Qu'ils soient les nouveaux élus ou anciens élus, c'est des conseillers qui vont voter des sénateurs. Il y a un mécanisme juridique Maintenant, ce que je veux ajouter, ce que tu dis là, ça peut être une piste de réflexion aux élus locaux, c'est-à-dire aux parlementaires qui votent les lois. Ah, on est face à un problème. C'est qu'il y a des recours qui sont déposés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote une loi exceptionnellement ou bien on laisse tel que c'est? Mais moi, je pense que si ça gênait les acteurs politiques eux-mêmes, ils allaient porter ce combat-là. Mais à partir du moment où ils ne portent pas le combat, non, pas se faire leur porte-parole. On analyse les faits tels que c'est. Maintenant, nous sommes dans la veine parce que le véritable problème aujourd'hui, le véritable problème auquel on est confronté sur ce plateau aujourd'hui, c'est que Herman veut être plus royaliste que le roi. Des élus locaux, des conseillers eux-mêmes qui sont concernés par cette situation n'ont rien dit. Herman le grand magistrat. De toute façon, tout ce qu'on discute sur ce plateau, c'est du n'importe quoi. C'est bien que tu me mettes à ce niveau-là, c'est bien. Non, mais c'est pas ça. Parce que je veux dire. En fait, ce que tu fais... Tu comprends, vous êtes intellectuel. Je sais que vous comprenez bien la quintessence de ce que je dis. Mais il faut être assez vif, Herman, parce que tu n'es pas assez vif. Je suis très rationnel. Et je reviens pour vous deux. Je dis... Qu'est-ce qui va faire? Tu viens de donner ton point de vue. Donc, vous êtes en train de discuter mon point de vue. Vous êtes en train de discuter mon point de vue. Rapidement, Herman. Je dis et je répète, le collège électoral qui a été convoqué, c'est le conseil électoral, le collège électoral sur la base des élections, des résultats donnés par la CEI. Alors que dans la plupart des circonscriptions, il y a des recours. Et que le Conseil d'État... Et qu'il y a possibilité de... Est-ce que le nombre de recours qui ont été déposés par... faut nous donner Mon ami, on a spéculé sur les recours ici. Mais attends, on n'a pas les chiffres sur les recours. Ok, donc on s'imagine que ce collège électoral est fondé pour
N'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire. Bien évidemment. On suit le processus, on verra. Parce que Le il y a- conseil déjà est là. Daouda. Les acteurs je politiques, si pense- ça les dérange, ils vont Je porter pense ça très au bien Conseil que je d'État. comprends ton point, je comprends ton inquiétude. C'est une suggestion. Je suis sûr et certain que le président de la République, le président du Sénat, le président de la CEI, ils l'ont compris. Sûrement, ils vont réfléchir à tout ça. Mais pour l'heure, la loi, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Elle est due, mais c'est la loi. Et la Donc, campagne on fera en sorte s'ouvre ce que la soir à campagne minuit. va s'ouvrir à minuit. Et les acteurs Ne politiques, faites pas même ça, sont monsieur. pas plaints. Et ne Arrêtez faites pas d'être comme, plus royaliste ne faites que le pas roi. comme C'est les monsieur chroniqueurs Herman sur ce Aboua plateau, s'il vous plaît. Voilà, la campagne est lancée, donc à partir de minuit ce soir, ne faites pas comme mes chroniqueurs sur ce plateau à discuter sans vous entendre des fois. Hein, donc, il faut aller à la paix. Il faut que ces élections sénatoriales soient paisibles. Plus que l'ont été certainement donc, les élections coupées régionales et municipales. L'invité du jour arrive maintenant sur ce plateau. Voilà. Et notre invité du jour, Daouda va lui céder son fauteuil, bien sûr. Elle s'appelle Boga. C'est Madame Boga Gbazé, reine, présidente fondatrice de la fondation Émile Boga Doudou, qui nous rejoint maintenant sur ce plateau du talk Boga Gbazé, reine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre sur notre plateau du talk. Merci. Vous représentez la fondation pour laquelle vous êtes présidente, Oui. la fondation Émile Boga Doudou. Parlez-nous-en. Boga Doudou Émile, la Boga Doudou fondation Émile. BDE. D'accord, BDE, la fondation Voilà. Boga Doudou Émile. D'accord. Donc, Quels sont ses objectifs? alors, les objectifs de la fondation sont d'œuvrer pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin, toutes les victimes de drames politico-militaires, comme les crises qu'on a parcourues pendant plusieurs années. Ces enfants qui ont vécu la même chose que moi, qui sont orphelins aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de pouvoir être soignés de leurs blessures. Ces veuves aussi qui ont peut-être besoin d'aide, qui ont peut-être besoin de s'exprimer, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'ouverture sociale. Et donc voilà. En quoi vont consister vos actions à l'endroit de ces cibles que vous avez indiquées là? Alors, nos actions sont déjà psychologiques, donc créer des groupes de parole avec des psychologues qui sont quand même bien aguerris, afin de pouvoir permettre à ces personnes-là déjà de se soigner psychologiquement. Derrière ça, il y a un suivi aussi professionnel, c'est-à-dire permettre en tout cas à ces personnes qui n'ont pas d'issue professionnelle, essayer de créer des contacts avec des organismes, c'est-à-dire des femmes par exemple qui veulent aller dans la couture, qui veulent faire de l'agriculture, en tout cas qui veulent se former, qui ne sont peut-être pas allées à l'école et qui ont besoin de faire d'autres choses pour pouvoir vraiment arriver au bout de leur mission pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. D'accord. Parce que quand on est seul, c'est un peu compliqué. C'est compliqué quand on est seul. Donc, Vous avez mené des actions déjà depuis votre création? Oui. D'accord. Alors, nous sommes actifs depuis le 26 avril 2023, donc on est tout jeune. Juste à côté. D'accord. Voilà, on est tout jeune. On a fait une première action qui a été de récompenser l'excellence. Donc au lycée moderne Boga Doudou Émile, qui porte le nom de mon papa, donc naturellement à la Cota. Donc on a récompensé les élèves qui avaient été les meilleurs de leur classe. Et puis derrière ça, j'ai mené aussi une deuxième action à SOS Enfants sans Sida. Donc cette association se situe à Port-Bouët, où nous avons des orphelins qui sont pour la plupart atteints du VIH. Donc j'ai là-bas mené une action alimentaire et maintenant je suis en train de vouloir mener une action pour la rentrée scolaire de ces enfants-là. Donc je suis marraine de 100 enfants là-bas. Oh. Donc voilà, donc il y a actuellement une cagnotte qui est mise en ligne à cet effet. Disons voilà, que vous avez évoqué tout à l'heure les personnes cibles que votre organisation entend aider. Vous avez évoqué des personnes qui ont votre profil, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu des proches durant les crises politico-militaires qu'on a connues. Pour ces personnes-là, ces personnes cibles, est-ce que vous avez une base de données actuellement depuis votre création
que vous avez constitué? Pas du tout. Donc, on a un Facebook. Sur le Facebook qui est ouvert à tous, justement, on fait des appels aux personnes qui se sentent concernées par la cause. Et puis, donc, vraiment, on a des inbox avec vraiment des histoires, ces personnes-là qui sont assez émouvantes d'ailleurs. Et puis, maintenant, il reste à faire un planning pour pouvoir les accueillir et pouvoir maintenant agrandir la famille de la Fondation BDE. On voit que vos cibles, ça veut dire que lorsque vous portez le nom du professeur Émile Boga-Doudou, par exemple, vos cibles, ce sont les personnes qui sont victimes, dont les parents ont été victimes des crises sociopolitiques. Quel est le message, qu'attendez-vous concrètement du gouvernement dans l'approche que vous menez? Moi, ce que j'attends du gouvernement, je n'attends pas forcément quelque chose du gouvernement. Moi, j'ai un message, moi, à faire passer particulièrement. C'est-à-dire que j'ai quand même vécu 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, qui est ma fratrie. Je suis revenue et puis c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que j'ai pu retrouver mon pays. Et d'ailleurs, là, on est dans une période électorale avec quand même beaucoup de tumulte. Et puis bon, je prends ça avec beaucoup de sourire. Et le message que je veux faire passer à travers tout ça, c'est que nous devrons rester tous unis, passer un message de paix, un message d'amour et surtout vraiment de pardon. De concorde. Voilà. Et de réconciliation. Et de Pourquoi réconciliation. avoir attendu tout ce temps? J'étais jeune. Je n'avais peut-être pas la force à cet âge-là de pouvoir venir m'asseoir comme ça et pouvoir parler. Peut-être pas la maturité aussi, peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis capable pleinement d'assumer cette responsabilité-là et de pouvoir m'expliquer. Quand on sait que durant les différentes crises, il y a quand même d'éminentes personnalités qui malheureusement ont perdu la vie au cours de ces années chaudes-là, est-ce que depuis que vous êtes en place, votre organisation est en place, est-ce que vous avez eu à échanger avec certains enfants de ces illustres personnalités-là, peut-être les enfants du colonel Dagrounoula, du colonel Dali Oblé, du général Gueye, etc.? Pas encore, mais j'ai eu à approcher aussi certaines personnes, donc je préfère taire les noms pour l'instant. D'accord. Mais oui, il y a des approches qui ont été faites, pas totalement avec tout le monde, mais en tout cas, il y a certaines approches qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit, c'est le début. Donc, petit à petit, en tout cas, les choses se font tranquillement. Comment vous êtes soutenu? Alors, pour l'instant, c'est avec mes fonds propres. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est avec mes fonds propres. Et puis, bon, maintenant, je fais des appels aux dons. Justement, je suis ouverte à toute personne qui voudra bien nous soutenir, être avec nous. Tu es là, hein. On dit toutes les personnes. Je sais que ces genres de causes-là, ça te tient à cœur. Donc, Oui, je viens en aide à beaucoup de gens, mais bon, je le fais souvent au niveau de l'Église. D'accord. La fondation Émile Boga-Doudou, on va dire Boga-Doudou Émile, BDE, hein, qui est né donc le 24 avril, on va dire quoi, 2023, donc très jeune, dynamique, voué entièrement donc à la cause de ces orphelins. Mais est-ce que c'est seulement des orphelins de disparus des crises sociopolitiques? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce qu'un orphelin reste un orphelin. Il y a quand même d'autres drames. Enfin, déjà, être orphelin, perdre un parent, c'est déjà un drame. Être veuve ou veuf, c'est déjà un drame. Donc, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Mais bon, on va dire que par rapport à mon histoire, forcément, j'ai quand même un peu plus je cible un peu plus ces personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Donc, il est bon de se souvenir des veuves et des orphelins. Exactement. C'est une action assez noble et louable que vous menez. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. La fille du défunt Émile Boga-Doudou. Merci beaucoup d'être venu et puis bon courage encore. Merci beaucoup. Comme nous a indexé, on va voir comment est-ce qu'on va vous aider. D'accord, je suis là en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Restez avec nous sur le plateau. On va terminer ensemble. On aime vous avoir ici sur ce plateau. Il y a un peu de lumière qui arrive. Vous savez, je suis avec des mecs assez noirs quand même. C'est bien que vous soyez là pour nous donner un peu de lumière sur ce plateau. Merci de nous avoir regardé et suivi bien sûr ce talk. On se donne rendez-vous demain dès 19h15 pour un autre talk sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom.